Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus posée que les autres. Aujourd'hui, dehors, c'est la tempête, alors j'ai un projet de vidéo qui tombe un petit peu à l'eau, c'est le cas de le dire. Pour le matériel, j'ai pas encore de protection pour étancher tout ce qui est micro, caméra, et cetera. Donc, je vais pas prendre le risque de faire la vidéo. Aujourd'hui, je suis sur les plans, donc c'est aussi pour faire passer un message à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet pareil. Et je vais vous contextualiser un petit peu la situation dans laquelle je suis. Moi, ça fait, depuis, donc aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai 19 ans dans quelques mois, si ce n'est pas dans 2-3 mois, voilà. J'ai ce projet, j'ai toujours été passionné par l'autonomie, j'ai toujours été passionné par le bois, par le travail des mains, heu, le travail manuel en général. Et j'ai fait un CAP, couvreur. Je suis resté dans mon entreprise 3 ans en comptant les 2 années de CAP, 1 an en CDI, et c'est grâce à ce CDI que j'ai obtenu le crédit du terrain. Je ferai une vidéo sur ce sujet un peu plus tard sur la chaîne. Et aujourd'hui, je concrétise ça parce que j'ai obtenu mon terrain et je ne fais plus partie de la société de couverture dans laquelle j'étais pour des raisons X ou Y. Et donc aujourd'hui, je suis en intérim et je cherche un travail, hein, forcément pour d'une part l'argent, forcément on fait pas tourner un moulin sans vent, et pour apprendre des connaissances. Donc moi j'aimerais bien à terme ouvrir ma société. J'en dirai plus aussi plus tard sur la chaîne. Et j'aimerais bien acquérir de l'expérience, que ce soit en menuiserie, en charpente et en maçonnerie. Aujourd'hui, je suis en intérim, donc ce qui va me permettre de mettre de côté, entre guillemets, 1 ou 2 mois d'avance. Ce serait bien un mois, forcément, ce serait le minimum, pour payer les échéances du crédit du terrain et pour pouvoir participer à des chantiers participatifs. Il y a des plateformes qui existent, je ferai une vidéo aussi sur ça, pour soit s'inscrire, soit inscrire son chantier pour que des gens puissent venir. Donc moi, j'aimerais bien faire des chantiers participatifs, déjà pour la chaîne, mais en plus pour mes connaissances générales, pour apprendre à faire des enduits, apprendre les bases de la maçonnerie, même si je les sais globalement. Donc voilà pour ma situation. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mon compte TikTok qui, du coup, forcément, c'est un réseau social un petit peu plus dynamique, donc c'est des vidéos qui se postent beaucoup plus aléatoirement. On peut passer d'un sujet à l'autre, c'est tout de suite moins volumineux en montage, c'est moins, c'est moins, c'est moins chronophage, ça prend moins de temps, et donc c'est ça crée une certaine proximité avec les abonnés, puisqu'on montre plus de choses globalement. Voilà. YouTube, c'est vraiment un endroit pour créer une communauté, partager des informations. C'est aussi un lieu de rencontre, puisque je pense à l'Archipel, que je suis depuis pas mal de temps déjà. C'est une chaîne que j'adore, donc si vous connaissez pas, allez voir l'Archipel. Je lui passe un gros big up. Dans quelques années, j'en suis persuadé, il me connaîtra, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui tourne autour des 10 abonnés. J'ai une vidéo où c'est la présentation du terrain, et donc c'est la première vidéo, et dans quelques années, quand le projet prendra en envergure, il y aura cette vidéo où j'expliquerai pourquoi je vais faire cette maison, et où on voit effectivement des plans de charpente, où pour l'instant j'en suis loin, j'ai même pas l'argent pour payer tout ça, mais c'est aussi le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Faut rêver, en fait, faut juste savoir ce qu'on veut, être persuadé qu'on va l'avoir, peu n'importe les moyens, tout en restant digne, forcément, on va pas aller vendre des photos de pieds. Et donc voilà, faut rêver, faut croire en soi, faut croire en ses projets, faut voir très grand, faut pas avoir peur de voir très très grand. Que ça passe par le terrain, que ça passe par la maison, que ça passe par des choses qu'on va faire pas trop conventionnelles sur la maison. Voilà, tous les pionniers dans n'importe quel domaine, ils ont vu grand alors que ça n'existait pas, ou alors les évolutions de leur projet étaient difficiles. Ils ont vu très grand, quitte, à, quitte à atterrir un peu plus bas que la barre que vous vous êtes fixée. Vu que la barre est déjà très très haute, vous atterrirez très haut logiquement. Voilà, donc là on est sur un plan de charpente, je déplace le micro. Là on est sur un plan de charpente
Le PLU, donc le plan local d'urbanisme, c'est un document qui vous informe un petit peu sur les faisabilités de votre projet, sur ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce qui est conseillé, les hauteurs maximales de construction, les ouvertures, la couleur des murs, les clôtures, les haies, un peu tout ce qui concerne la commune. Et s'il n'y a pas de PLU, mince, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est un régime un peu plus global. C'est une législation un petit peu plus globale qui englobe les constructions, la rénovation, les annexes, etc. Donc le PLU favorise les doubles pans, donc les deux pans. Moi de base j'étais parti sur un monopan avec une casquette. Si vous avez des questions, suivez la chaîne, vraiment, euh, il y aura la chaîne sera full terrain. Donc vous saurez absolument tout de ce qui se passe sur le terrain. Les termes techniques, on verra tous ensemble la construction de la maison dans quelques années. Et on se souviendra tous ensemble aussi de ce moment où on parlera, où on parlait du coup, de tous ces termes techniques. Donc moi j'étais parti sur un monopan. Donc imaginons que cette règle c'est la toiture. Un monopan, c'est une seule pente, tout simplement, qui part du point A au point B, donc du point bas, l'égout, jusqu'au point B, le fêtage, et en rajoutant une casquette pour le soleil pour éviter la surchauffe en été. Euh, Après avoir lu le PLU, j'ai vu que c'était très déconseillé parce qu'il faut s'inspirer Donc moi je suis dans le Perche et il faut s'inspirer des maisons percheronnes. Donc c'est souvent double pan, sans débord en rive, sans débord à l'égout, en tuile plate ou en ardoise. Le bac acier c'est très mal toléré euh, parce que ça coûte pas cher entre guillemets, c'est quand même un matériau assez onéreux, mais ça coûte pas cher sur le mètre carré. En charpente, on peut faire une charpente 100 fois plus simple que la mienne. Moi, c'est juste j'ai des, j'ai des critères sur l'aspect physique. Vraiment, c'est pas possible de faire sans. Donc voilà, le bac acier, ça coûte pas cher dans l'ensemble, sachant qu'il faut quand même isoler. Il y a des bacs acier isolés, donc en 40, en 50, en 80, 90, il me semble, ou même plus, ou 120 le maximum, donc 12 cm. C'est du polyuréthane. Et vous pouvez réisoler avec de la laine de verre entre le bac acier et la charpente, ça dépend si vous voulez faire un complément. Donc voilà, le bac acier c'est assez mal toléré, donc je vais éviter de faire tout ce qu'ils n'aiment pas pour la toiture, c'est-à-dire un monopan et du bac acier. Donc là je suis en train de dessiner une fermette, un arbalétrier double pan sur une largeur de 10 mètres en pignon. 10 mètres côte intérieure, sachant que ce sera une maison paille. Pareil, je ferai une vidéo où je présenterai absolument tous les aspects de la maison que je souhaite réaliser. Donc ce sera une maison paille porteuse avec un mur sud en ossature bois. Et donc la paille, vu que c'est des grosses bottes de 400 kg, c'est pas les petites bottes de 12 ou 15 kg, il me semble. C'est vraiment les grosses bottes de 400 kg. Et pareil, ça c'est assez compliqué puisque pour déposer le permis de construire, il faut des dimensions, vous imaginez bien. Et les dimensions, elles sont assez variables en fonction de où vous achetez la paille, quel agriculteur l'a fait, puisqu'il y a des machines plus ou moins récentes, il y a des réglages plus ou moins faits. Et donc il peut y avoir des grosses bottes de 400 kg ou 350 kg. Forcément, la densité change un petit peu, mais c'est surtout les dimensions. Il y a des bottes qui font 2,40 m par 1,20 m par 90. Il y en a d'autres qui font 70 par 90 par 2,50 m. Ça change la donne. Donc je peux pas pour l'instant faire les dimensions des murs, sachant que ce sera toujours, on pourra toujours tricher. Si je mets 60 et que la botte de paille fait 70, on met 5 cm en débord de la lisse basse et on grade 5 cm sur l'espace à vivre. Donc voilà, 10 cm 10 mètres pardon, de pignon intérieur, plus 60, on va dire 60 de paille, ça fait 10-60, plus 40 cm de mur sud, donc ça fait 11 mètres, plus 2 mètres de casquette, ça fait 12 mètres. La fermette, au-delà de 10 mètres, c'est en lamellé collé.
Le lamellé-collé, ça coûte très cher. Sur les vidéos de l'époque, donc les vidéos qu'on voit sur internet, sur YouTube, elles datent tous de plus d'un an pour la majorité. Et on entend assez dire que ça coûte moins cher le lamellé-collé. Bah, même à l'époque, j'ai du mal à y croire, puisque le lamellé-collé, c'est forcément de l'usinage, c'est beaucoup de coupes, c'est beaucoup de colle, c'est beaucoup de presse, c'est beaucoup de machines, beaucoup de temps pour l'usine. C'est beaucoup d'usinage en gros, donc ça coûte forcément plus cher que un pain brut. Mais il y a une autre côté de moi qui me dit ça peut coûter moins cher puisque c'est des plus petits morceaux de bois. Et donc, par exemple, une panne de 10-300 qui fait 10 mètres en brut, il faut un arbre qui fasse plus de 30, puisqu'il y a l'écorce, le cambium, etc. Il y a forcément des lignages à faire, il y a un tri, donc il faut forcément un arbre de plus de 30 cm de diamètre par 10 mètres de haut, qui soit rectiligne, sans trop de nœuds, qui soit pas en cône, parce que forcément, plus vous montez, plus l'arbre rétrécit, donc il faut un arbre de plus de 10 mètres de haut. Ça coûte cher, tu payes l'arbre complet quasiment, même s'il y a des produits dérivés en vente aussi autour, donc il y a l'écorce, il y a des choses qui peuvent faire du pellet, de l'OSB sur les coupes les coupes de chute, comparé au lamellé-collé qui c'est plein de petites pièces de bois qui peuvent venir d'arbres beaucoup plus petits, qui coûtent du coup beaucoup moins cher. Mais voilà, j'y crois pas trop. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le lamellé-collé coûte beaucoup plus cher. Par exemple, pour une pièce de 10 mètres, donc un 10-300 de 10 mètres, on est aux alentours de 650 euros, 700 euros, comparé à une pièce en sapin brut. Après, c'est sûr, le lamellé-collé, ça peut être du sapin, ça peut être d'autres essences. Le lamellé-collé, c'est bien le sapin, c'est aussi bien d'autres essences. Mais en bois brut, moi j'utiliserais du sapin parce que c'est léger. J'ai pas forcément les outils de menuiserie, donc les tenons mortaises. J'ai pas de grosses scies circulaires et lapidaires, j'ai pas de lapidaire. Donc c'est assez compliqué pour usiner les pièces sur place. Donc ce sera en 10-300 et en sapin brut. Donc ce sera un arbalétrier de 10 mètres plus les largeurs des murs, donc il faut une pièce de 11 mètres. Et je réfléchis encore pour quand même mettre l'entrée en lamellé-collé. L'entrée, donc je vais vous présenter rapidement, je vais recadrer d'ailleurs la caméra, je vais vous présenter rapidement les pièces sur un arbalétrier. C'est un peu une vidéo globale et on parle un petit peu de charpente puisque je suis sur les plans de la charpente. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors pour une pièce de charpente double pan, il va falloir des arbalétriers qui seront en trax plus ou moins élevés, ça dépendra de la section des pannes intermédiaires, si je peux les appeler comme ça. Alors sur un arbalétrier, il y a, sur une ferme plutôt, après il y a un abus de langage qui se fait aussi, les gens appellent cette pièce-là un arbalétrier, alors que l'arbalétrier c'est cette pièce-là. Donc c'est la panne qui vient faire la pente, et cette panne elle est en appui sur l'entrée, et elle est en appui sur le poinçon. Donc la pièce horizontale c'est l'entrée. Au milieu de cette entrée, après ça dépend si on a une fermette avec des accès en fait. Donc globalement sur l'axe de cette entrée, donc au milieu on a un poinçon qui vient rechoper l'aplomb, et sur ce poinçon on a les arbalétriers qui viennent dans le poinçon avec un assemblage qu'on verra plus tard sur la chaîne aussi. Voilà. Donc voilà les pièces globales d'une ferme. Et les fermes récentes, qu'on appelle fermettes puisqu'elles sont plus petites, c'est des charpentes américaines. Et donc c'est des sections de bois beaucoup plus fines qui sont répétées tous les 50-70 cm. Et donc, il y a globalement la même portée en charge, mais en fait, vu que c'est des sections plus petites, il en faut plus et donc il y en a plus souvent. Voilà. Comparé à des fermes comme ça ou sur un toit, pour ma part, il y en aura une en pignon, une à 3,30 m, une autre à 3,30 m, une autre à 3,30 m et une autre à 5,70 m. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les différentes couches que je souhaite pour ma charpente. Alors après avoir monté,
Donc après avoir tracé les coupes au sol sur la dalle, après avoir assemblé les 6 fermettes, parce qu'il y en aura une aussi, une en surprise un peu plus loin. Donc après avoir assemblé tout ça, on va créer les échantillons avec les pannes. Donc voilà, je les ai pas dessinés, mais en gros c'est des triangles de bois qui viendront se fixer dans l'arbre à l'étrier qui tiendront en fait la panne. Il y a deux écoles. Il y a une école qui fait des échantillons pardon, qui viennent rechamper le niveau. Donc en gros, je vais vous dessiner ça sur un bout de papier. On a, hop, je vais choper ça. J'espère qu'on voit. Je vais prendre un stylo. Hop, je vais vous en dessiner qu'un. Donc là, j'espère qu'on voit bien. On a l'entrée, le poinçon et l'arbre à l'étrier. Au lieu de mettre les pannes perpendiculairement à l'arbre à l'étrier, il y en a qui font les échantillons qui viennent rechoper. Merde. Qui viennent rechoper, je suis pas bien mis, le niveau avec une ligne d'aplomb, l'échantillon, et là la panne vient ici. Voilà. Ça, je vais pas vous mentir, je sais pas trop. Mince, je sais pas trop pourquoi certaines personnes le font. Ça doit être vraiment spécifique, ou alors c'est pour avoir. Non, bah je sais pas en fait, j'ai aucune explication. Donc voilà, les deux écoles. La plus courante, c'est tout simplement mettre la panne perpendiculaire à l'arbre à l'étrier. Pour mettre l'échantillon triangulaire, on vient la visser comme ça, on peut la tamponner comme ça, ou la larder tout simplement. Et voilà, ça bouge pas, comme ça le plat de la panne reprend le plat du chevron, et on se prend pas la tête pour la fixation, sachant que si on fait par exemple une panne comme ça, par exemple pour la sablière c'est une pièce de bois qui vient à l'égout du toit, donc elle est ici, mais moi elle est un peu plus loin, ma feuille n'est pas assez grande, il faut que je le rachète. Donc par exemple, il y a la sablière rectangulaire, on peut pas forcément mettre la pente qu'on veut parce que l'arbre à l'étrier s'arrête ici sur l'entrée. Vous comprenez? Là c'est l'entrée, là c'est l'arbre à l'étrier, là c'est la panne sablière. Souvent elle s'arrête plus ou moins avant la maçonnerie. Donc là c'est le mur fini, hop, la maçonnerie avec le moellon, et là il y a un enduit, enfin voilà, de la maçonnerie. Ici, la panne sablière, vous comprenez bien que si on a la même dimension de panne sablière de, que de panne, voilà, il y a une coupe à faire. Cette coupe, j'ai oublié comment on l'appelle parce que je suis couvreur en fait. J'ai été couvreur, j'ai pas été charpentier. Cette panne, en fait, on est obligé, cette sablière, cette pièce de bois, on est obligé d'enlever cette partie de bois pour avoir un support minimal pour la fixation du chevron de 3 cm et tout simplement pour l'intégrité du bâtiment, pour que ce soit pas sur une arête. C'est pour ça qu'aussi sur les pannes faîtières, souvent à cet endroit, la panne faîtière, elle est en fait les coins sont rabotés pour que le chevron vienne sur le plat. Voilà, il y a pas trop de poids au fêtage, mais c'est conseillé un plat de 3 cm minimum. Je vous présente maintenant les couches que je souhaite et la vidéo va s'arrêter là puisque c'était une vidéo d'une pour vous faire part de ma situation et présenter un petit peu la charpente qu'on va mettre en place dans quelques années, dans quelques temps. Euh, il y aura bien évidemment tout un tas de vidéos pas plus intéressantes, pas tout aussi intéressantes puisque ça reste quand même ma maison de vie, mais très intéressantes dans tous les cas puisqu'il y a beaucoup de projets autour du terrain et la maison c'est un aboutissement, mais il y a énormément de choses à faire, donc c'est pour ça je mets un petit disclaimer. Je précise que ce, ce projet-là, ce sera dans quelques années, qui va arriver quand même vite, puisque les années, à partir d'un certain âge, défilent. Et voilà, donc je passe à la présentation des couches que je souhaite. Alors après avoir fait mon arbre à l'étrier, mes pannes intermédiaires, et on arrive au chevronnage, moi je souhaite un chevronnage de grumes. Donc c'est pas des chevrons de 5,5 par 7,5, c'est des grumes tout simplement, donc de 10, 15, 20 cm de diamètre, qui seront, vous vous en doutez, je pense, les grumes, c'est une pièce de bois, donc dans un arbre. On vient le couper comme ça, on vient le couper comme ça, ça fait des poteaux. On vient le recouper en deux, ça fait deux pannes. On vient le recouper en 8, ça fait des planches.
etc., etc. Donc une grume, c'est un jeune arbre avec, donc bien sûr, il a quand même quelques années, donc il y a du bois. Il y a du bois. Et pareil pour le bois, il y a différentes strates de bois, donc il y a l'écorce, le cambium et d'autres couches. Il y a une vidéo sur C'est pas sorcier qui explique très bien ça, parce que le bois n'est pas bois automatiquement, c'est une molécule qui meurt et donc ça fait le bois dur. Donc c'est un jeune arbre, donc c'est un tronc en fait, une grume qui pousse très légèrement, forcément en cône. Voilà, donc après il y a la cime, machin, donc je fais mal l'arbre, mais voilà, vous imaginez, qu'on vient couper au pied ici, donc on a une longueur par exemple de 4 mètres, qui à la base est plus grosse qu'à qu'à la cime. Et donc en venant la poser, vous imaginez bien que ici ça représente le chevron, donc là voilà, ça représente le chevron dans ce sens. Ici, si on laisse la grume telle quelle, ça fait un cône. Voilà. Et donc on vient donc 1 sur 2, vu du toit, vu du ciel, ça fait ça, donc 1 sur 2. On vient inverser le sens de pose. C'est-à-dire que ici on a la base du tronc, ici on a le haut du tronc, ici on a la base du tronc, etc. pour venir équilibrer les charges. Et puisque, donc là c'est vu en coupe du pignon, puisqu'on inverse, il y a forcément un côté qui viendra être plus épais que l'autre, voilà, là ça repart, et donc là on a cette base qui est plus gros, donc bon là c'est inversé, et donc on viendra mettre un cordeau et tout recouper du même niveau pour créer une base plane pour pouvoir ensuite venir mettre un bardage apparent qu'on verra de l'intérieur, puisque si vous avez suivi de l'intérieur, il n'y a pas de placo, ce sera arbalétrier, panne intermédiaire, chevronnage en grume et bardage. Donc on verra toutes ces pièces de bois jusqu'au bardage, et après le bardage, il y aura de l'isolation, deux croisements de pannes de différentes sections, je suis encore en train de les déterminer, et ensuite une autre section de bois pour venir choper le bac acier avec fêtage et tout ce qui va. Donc de l'intérieur, on verra charpente apparente, tout en gardant une certaine isolation avec une certaine charpente pour le bac acier. Ça créera une couche plus ou moins grande. Moi, je souhaite 40-45 cm de ouate de cellulose pour pouvoir la projeter, pour pouvoir faire une grande résistance thermique. Donc c'est un R de 10, il me semble, pour 45 cm, ou un R de 9 pour une 44 cm projeté, c'est égal à un R de 9. Je ferai une vidéo aussi sur la résistance thermique, mais il y a une vidéo de Julien, attendez, je vais vous dire ça. Il y a une vidéo de Julien, je vais vous dire son nom tout de suite, pour comprendre les différentes résistances thermiques. Donc il y a le R, le déphasage et le lambda, si j'oublie pas tout. Donc le déphasage, c'est le temps que la chaleur ou le froid met à passer à travers l'isolant. Il y a une vidéo qui l'explique très bien sur la chaîne Julien Malara. Donc c'est les différentes isolations. Donc ça, on comprend très bien la différence. C'est pour ça que je souhaite mettre de la ouate de cellulose, d'une parce que c'est facile à mettre en œuvre, de deux parce que on peut mettre une très bonne résistance thermique avec une petite épaisseur, et c'est assez léger, sachant que ce sera une charpente bac acier. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, une charpente bac acier, ça ne nécessite pas forcément un gros travail de charpente, contrairement à ce que je fais, puisque là c'est clairement une charpente pour supporter des charges lourdes, que ce soit la tuile plate, de l'ardoise, de la tuile mécanique. Et en plus de ça, sur l'entrée, il y aura des poteaux qui viendront reprendre la charge. Il y aura 2 poteaux. Donc d'ici à là, il y aura 3 mètres, 4 mètres et 3 mètres. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Je vous reprends en face cam. Donc voilà pour la partie charpente, qui forcément il y aura, je pense, des évolutions. Des modifications minimes, hein, parce que dans l'ensemble ça restera comme ça. Arbalétrier, panne intermédiaire, chevronnage en grume, bardage apparent, isolation, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Petit message de fin que j'aimerais faire passer à absolument tout le monde, jeune ou pas jeune, n'importe qui tombe sur cette vidéo,
croyez absolument en vous. Moi, forcément, de par mon jeune âge, par ma situation actuelle, puisque les gens, dès qu'ils ont plus de CDI, ça leur fait peur, et tout simplement par l'envergure du projet, hein. J'ai 18 ans, j'ai déjà acheté un terrain à crédit, mais ça reste un terrain qui est acté à mon nom. C'est pas non plus rien, c'est pas tout le monde, j'en ai absolument conscience et j'ai pas des grosses chevilles. Mais croyez en vos rêves, croyez en vous, peu n'importe le rêve, c'est réalisable. Moi, je crois absolument en moi, je crois absolument en cette chaîne. Je sais très bien qu'il y aura des moments hauts, des moments bas. Je me confie un petit peu à vous puisque c'est une vidéo posée, donc je doute que des gens restent jusqu'à la fin. Et merci pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ça fait absolument plaisir. Euh, Bien évidemment, partagez, likez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, c'est un gros projet qui va prendre des années, qui sera quasiment interminable parce que le projet d'une maison, avoir une maison, c'est le projet de toute une vie puisqu'il y a toujours des réparations à faire. Intéressantes ou non, filmées ou non, il y a toujours des choses à faire. Mais rien que pour la chaîne YouTube, pour le partage, c'est un très très gros projet sur des années qui, je me le souhaite, soit formidable, des belles rencontres, des bonnes nouvelles, que des bonnes choses en fait, même si c'est pas forcément possible. Euh, sur l'aspect technique, j'ai tout le temps de me renseigner, même si j'ai déjà des bonnes bases. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois à la partager, à la liker, à la commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelle est votre situation, quel est votre projet. Je crois en nous, je crois en notre génération. On est capable de très grands comme à une certaine époque où nos parents n'étaient pas nés, puisque on a énormément de moyens de communiquer, énormément de moyens d'apprendre. Euh, je sais que d'une part, par la compétence technique et les outils qu'on a aujourd'hui, on peut faire des choses très similaires à celles qui étaient pratiquées avant et qui étaient un petit peu l'excellence de l'époque. Et voilà, je crois en nous, prenez soin de vous, la bise.